Alors, Madame la Ministre, je suis très très heureux de vous accueillir à nouveau, puisque vous nous faites l'honneur de revenir. J'avais eu le plaisir de vous accueillir l'année dernière également, au nom de tous mes collègues. Alors, c'était prévu que vous arriviez un peu plus tard enfin à la fin en fait. Et donc, donc, ce qui est bien, c'est que vous avez écouté une bonne partie des débats. Mais vous avez une bonne raison pour avoir été un tout petit peu en retard. Vous étiez sur les bancs de l'Assemblée nationale pour répondre aux questions au gouvernement. Donc on ne peut que vous remercier encore plus. Alors je vais tenter malgré tout de vous faire la synthèse de ce qui s'est dit, de ce débat riche et nourri. Et je remercie les membres de cette table ronde, mais dans sa globalité. Alors, mais d'abord, avant de faire cela, peut-être un mot sur vous, Madame la Ministre. De cette fidélité que je soulignais tout à l'heure, je relèverai deux signes. Celui tout d'abord de l'attention que vous n'avez cessé de manifester pour nos sociétés étrangères, mais qui sont citoyennes de France. Alors, je parle des sociétés, parce que la plupart des patrons sont français, mais pas tous. Il y a aussi des patrons étrangers qui sont à la tête de sociétés étrangères. Donc, mais vous n'avez en tout cas cessé de nous montrer votre attention. Comme elle, vous avez d'ailleurs vous-même des racines qui viennent d'ailleurs. Vous êtes en effet né et avez grandi au Canada, étudié au King's College de Londres, travaillé en Grande-Bretagne, notamment auprès de Denis McShane, qui est l'ancien ministre, comme tout le monde le sait, des Affaires européennes de Tony Blair, et qui lui-même nous avait fait l'honneur de venir aux États de la France il y a quelques années. C'est ici, en tout cas, Madame la Ministre, que, comme nous le faisons nous-mêmes, que vous exercez vos talents et créez de la richesse et de la valeur. Votre présence manifeste également l'importance que revêt pour vous, mais aussi pour l'attractivité de notre pays, la révolution numérique que nous vivons tous et qui transforme finalement l'ensemble de notre société. Vous êtes au sein du gouvernement le fer de lance, on peut tous en témoigner aux membres des États de la France et du Cercle, l'infatigable promotrice d'une république numérique, et le mot n'est pas fait, puisque j'avais même entendu dire que la France était la start-up république, que vous appelez de vos voeux, et l'ardente ambassadrice de notre pays pour promouvoir à l'étranger la French Tech, et je souligne que c'est une magnifique initiative. Vous êtes aussi en première ligne dans l'adoption d'une grande loi sur le numérique pour laquelle vous avez innové, et je tiens à le souligner au nom de mes collègues, puisqu'on l'a dit et redit, au travers d'une consultation préalable en ligne, méthode que nous avons nous-mêmes appelée de nos voeux ce matin même, en appelant finalement à utiliser cette même technique pour la fabrique de la loi en général. Des débats que nous venons d'avoir, peut-être trouverez-vous inspiration dans les points que nous avons débattus. Je les résume, vous en avez entendu une partie. Qu'il convenait d'instiller dans tout le tissu économique une culture du numérique qui n'est pas qu'un secteur, mais qui concerne toutes les entreprises. Donc, on a parlé et reparlé de la culture. Qu'il fallait aider nos startups à grandir pour en faire des scale-up. Qu'il fallait favoriser les alliances entre nos sociétés multinationales et les startups, et je rajouterais même finalement avec les centres de recherche pour créer vraiment des groupes de travail et de recherche. Que notre pays ne devait pas se montrer trop avant-gardiste dans la création de normes et de fiscalité, on l'a dit, c'est un peu notre réflexe, qui pèsent sur la révolution numérique et peuvent nous freiner. Qu'il convenait enfin de faire en sorte d'être plus attractif et accueillant pour les talents de la nouvelle économie. On a dit, Marc l'a souligné en introduction de la table ronde numérique, que 43% des sociétés start-up créées dans la Silicon Valley avaient été l'œuvre de non-américains. Donc on aimerait que ce soit la même chose en France et que les talents viennent en fait en France pour créer de l'emploi et de la dynamique. C'est surtout cela, Madame le Ministre, que nous voulons vous entendre et j'incite tout le monde à vous accueillir avec de larges applaudissements. Cher Gérald, chers tous, d'abord merci beaucoup pour ces mots d'accueil fort sympathiques et merci aussi à Denis Servudacchi pour son invitation. C'est vrai que c'est un plaisir renouvelé pour moi d'être parmi vous cet après-midi. Je n'ai pas pu assister à la totalité de vos travaux, mais j'ai au moins pu entendre un peu les panélistes. Je les remercie pour leur témoignage. C'est toujours très utile d'observer, d'entendre pour enregistrer et ensuite
agir. C'est vrai que c'est un réel plaisir parce que, vous l'aurez peut-être compris, je me sens beaucoup chez moi parmi vous, parce que vous êtes peut-être français, vous êtes peut-être étranger, mais vous avez, quoi qu'il en soit, un peu la tête ailleurs aussi, au bon sens du terme, un peu la tête en dehors de nos frontières, un peu toujours la vision comparative qui fait que vous savez ce qui est bon pour notre pays. Et c'est ce que j'essaie d'apporter au sein de ce gouvernement, cet internationalisme, et puis aussi cette urgence à agir pour que le pays soit toujours plus attractif, plus l'économie est ouverte, plus elle est internationale, et bien plus c'est à cet échelon que nous devons jouer, y compris au sein du gouvernement. Et puis, nous traversons des moments très spéciaux qui marquent définitivement, de manière indélébile, l'histoire de notre pays, qui nous marque aussi tous, individuellement et collectivement. Et donc, c'est à moi de vous remercier d'être venus aujourd'hui pour vous réunir. Je crois que c'était un acte que vous avez posé, y compris pour ceux venus d'ailleurs, de régions notamment, que de décider de venir quand même, en dépit des atrocités qui ont eu lieu vendredi dernier, en dépit du contexte extraordinairement tendu. J'en sais quelque chose puisque je devais être à Saint-Denis ce matin et que mon déplacement a dû être annulé. Et bien de montrer d'abord que la vie continue, que vous, en tant que représentants d'entreprises étrangères en France, êtes prêts à montrer votre soutien et votre solidarité à l'égard de notre pays. C'est un geste posé qui est très important pour le gouvernement, je crois aussi pour nos compatriotes, et je vous en remercie. Alors, j'ai pu prendre connaissance des recommandations des États généraux de la France en cette édition 2015, en particulier sur les sujets qui m'intéressent, forcément ceux du numérique, et j'aimerais donc y répondre le plus précisément possible, point par point, soyons systématiques. Pour commencer, en vous expliquant que l'enjeu en matière de numérique, d'innovation de manière générale pour la France, l'année prochaine, 2016, ça sera, et je vais emprunter une terminologie propre au monde des startups, le passage à l'échelle, le scale-up. C'est-à-dire que finalement, cette locomotive des startups, des jeunes pousses très innovantes, qui aujourd'hui font la preuve qu'elles peuvent croître en France, en Europe, et nous travaillons beaucoup à améliorer tous les outils qui doivent permettre cette croissance, eh bien, elles sont la locomotive, mais d'un mouvement et d'une dynamique beaucoup plus large, qui doit être amplifiée et qui doit aujourd'hui toucher tous les secteurs de l'État, de l'économie et de la société. Alors, c'est ce passage à l'échelle que nous préparons désormais au sein du gouvernement. Alors, vous me décrivez comme une promotrice infatigable du numérique. J'avoue qu'en ce moment, je me sens un peu fatigable, mais c'est pas plus mal parce que ça oblige à choisir ses priorités et à choisir ses combats, et c'est celui-là, c'est de s'assurer de la diffusion de la culture numérique et de ce potentiel au sein de toutes les sphères du pays. C'est ce combat-là qui m'anime. Alors, au sein de l'État, ça a commencé il y a un peu plus d'un an. Nous avons créé le jeu digital. Ça peut paraître un gadget, un outil de communication. Eh bien non, parce que je crois que ça permet d'engager justement cette, en tant que Québécoise, je dirais cette révolution tranquille qui fait qu'on comprend mieux les enjeux du numérique et qu'on en saisisse tout le potentiel. Quasiment tous les ministères aujourd'hui ont accueilli une fois par mois un jeu digital. Ce sont des start-up qui viennent, qui découvrent les palais de la République, bien souvent pour la première fois, et qui viennent rencontrer le ministre compétent dans le secteur d'activité dans lequel elles ont développé des produits ou des services innovants, avec ses équipes ministérielles, avec les représentants de l'administration, les acheteurs publics de l'État et des investisseurs privés. Alors, le secret, c'est qu'on demande à ces créateurs d'entreprises quels sont les 5 acheteurs que vous rêvez de rencontrer,
quels sont les 5 investisseurs que vous rêvez de rencontrer, et on essaie de les faire venir à cette occasion. Ça a eu lieu au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Environnement, au ministère des Sports, au développement international. Vous voyez, dans des domaines où, a priori, on peut se dire, mais quelle est la place pour l'innovation technologique et sociale? Eh bien, cette place, elle est en réalité très importante. Et ce jeu digital, il a permis de commencer à amorcer, je crois, le mouvement au sein de l'appareil de l'État. Alors moi, l'étape d'après, ça c'est ce qu'on a fait. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on systématise un concept qui est celui des startups d'État, qui est que face à un problème irrésolu sur lequel beaucoup de ministères se sont cognés, creusé la tête pendant des années, eh bien, on crée une équipe dédiée, en partie composée de personnel extérieur, de développeurs, de concepteurs, de designers, avec des chargés de mission, avec des représentants de l'administration. On leur dit, vous avez 6 mois. Vous avez 6 mois, allez, maximum 12. On vous donne un petit budget, un tout petit budget, avec un objectif, c'est résoudre ce problème très précis. Alors, un exemple, et je ne suis pas en train de vous faire un scoop, mais si on pouvait faire ça pour le compte personnel d'activité, pour créer l'outil numérique, absolument pas pour remplacer les partenaires sociaux dans leurs négociations fondamentales quant au contenu du compte personnel d'activité. Mais mettre des startups sur la création de l'outil, on se dit qu'une fois que l'outil est créé, eh bien, il sera en capacité de bien accueillir le contenu et on éviterait peut-être des usines à gaz qui ne sont pas destinées à perdurer. Le concept de start-up d'État. D'ailleurs, je vais essayer de le pousser à l'occasion de la présidence de l'OGP l'année prochaine. Qui connaît l'OGP? Je vous dis OGP, il y a du boulot. C'est quoi? Vous dites vous connaissez, mais ça se trouve... Ouais. Ah, mais c'est mon conseiller. D'accord, c'est mal parlé. L'OGP, c'est donc l'Open Government Partnership. C'est une organisation internationale, mais au sens non institutionnel du terme. Ce n'est pas comme l'Organisation des Nations Unies, par exemple, mais qui est très informelle, qui a été créée par les Américains et les Brésiliens, et qui prône la politique d'ouverture des données publiques, la lutte contre la corruption, la transparence de l'action publique des gouvernements, et tout cela, bien souvent, eh bien, au moyen d'outils numériques. Et en 2 ans, une organisation qui réunit près de 100 pays tout de même, eh bien, la France est passée de la petite souris un peu frileuse qui observait cette instance en se disant « Oh là là, du soft law, tout ça n'entre pas dans les canons de la diplomatie traditionnelle », à acteur observateur, puis membre actif, puis l'année prochaine présidente. Et nous accueillerons donc, à l'initiative du président de la République, les États membres de cette organisation. Ça sera l'occasion de mettre en avant toutes les initiatives d'innovation publique qui permettent de nourrir cette dynamique numérique. Alors, diffuser la culture numérique, c'est vrai au sein du gouvernement, de l'appareil de l'État, c'est vrai aussi à l'école. Et vous en avez parlé. Alors, je m'étonne parce que j'ai le sentiment que vous n'êtes pas au courant de ce qu'on a fait. Et donc, je vais faire la publicité de l'action du gouvernement, si vous le permettez, parce que le plan numérique à l'école qui a été annoncé il y a quelques mois par le président de la République, il comprend plusieurs volets, dont l'introduction de l'apprentissage du code pour l'ensemble des élèves dès la rentrée prochaine. Ça, c'est un acquis. Il y a eu vous imaginez bien, des débats houleux au sein du conseil académique en charge de la définition des programmes. Il ne s'agit aucunement de créer une génération de geeks, de n'avoir que des ingénieurs spécialisés en cybersécurité, par exemple, pas du tout. Il s'agit d'ouvrir l'école, c'est-à-dire les enfants comme les enseignants, à la culture numérique. Et le numérique, là, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour être créatif, c'est un prétexte pour travailler en collectif autour de projets, pour sortir d'un académisme
qui parfois peut faire du tort à certains enfants, qui seraient poussés, sans doute tirés vers le haut beaucoup plus si on adaptait la manière d'enseigner à leur personnalité, à leurs besoins, à leurs capacités aussi, et on sait que le numérique peut en partie répondre à ces enjeux. Donc le numérique comme prétexte, là aussi pour faire la révolution tranquille à l'école, ce grand plan qui sera financé, eh bien, il inclut d'abord et avant tout la formation des enseignants. Ça doit passer par là. Et d'ailleurs, contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas forcément les plus jeunes enseignants qui sont les plus sensibilisés, les plus volontaires à intégrer des outils numériques dans leur classe. Il n'y a pas de rupture générationnelle sur ce sujet. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les enseignants férus de numérique, ils restent minoritaires et parfois isolés dans la salle des professeurs. Eh bien ça doit changer. Ils doivent être porteurs de ce changement. On doit les valoriser dans leurs initiatives et cela passe notamment par une formation généralisée de l'ensemble du corps enseignant. Alors, il y a aussi bien sûr les équipements. Je vous parle d'une ambition numérique pour l'école, alors qu'il y a encore plusieurs centaines, par exemple, de collèges en France qui n'ont pas du tout de connexion. Pas de connexion, ça veut dire qu'on ne peut pas envoyer, quand on est directeur d'établissement, un email au recteur pour l'organisation des examens. Donc, ça, il y a une urgence à laquelle nous faisons face en déployant des technologies et en finançant ce déploiement de manière prioritaire pour les établissements scolaires. Et puis, avec aussi un financement qui sera apporté à l'achat d'équipements. Et là aussi, c'est une petite révolution. On ne fait pas un plan tablette comme dans les années 80. On fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on a dit, on fait confiance aux acteurs locaux, on fait confiance aux établissements, au rectorat, aux enseignants, ceux qui sont le plus près du terrain pour choisir les outils qu'ils veulent. Certains voudront des tablettes, ils prendront des tablettes. Quand on est un peu plus grand, il vaut mieux un ordinateur parce qu'on ne peut pas tout faire par tablette, eh bien ils prendront des ordinateurs. Et puis le troisième volet de ce plan numérique à l'école, ce sont les usages et c'est l'accès aux contenus et aux ressources pédagogiques. Et là aussi, l'éducation nationale s'ouvre. Pour la première fois, elle s'ouvre en se disant les contenus pédagogiques qui peuvent être créés par tous, que ce soit les enseignants, que ce soit les élèves, pourquoi pas, que ce soit les industriels, en plus des structures de l'État, eh bien, il faut qu'on puisse permettre ce foisonnement en permettant un accès beaucoup plus ouvert aux contenus et aux ressources pédagogiques. Et un portail de l'éducation nationale va être inauguré d'ici quelques semaines, quelques mois, qui permettra un accès très large à toutes les ressources pédagogiques disponibles en ligne. Voilà ce que nous faisons pour l'école numérique. Est-ce que vous avez changé d'avis? L'année prochaine, dès qu'on aura vu les résultats. D'accord, vous avez raison. Rendez-vous dans un an. Donc rendez-vous. Voilà, comme ça, vous êtes obligé de revenir, Madame la Ministre. Tout à fait, voilà. Très bien. Rendez-vous est pris. Alors, nous avons aussi créé la Grande École du numérique. J'imagine que certains d'entre vous sont issus d'une grande école. C'est un nom magique en France. C'est un mot pas toujours bien compris de nos interlocuteurs étrangers, mais qui en même temps pressente l'importance du symbole. Eh bien, cette Grande École du numérique, elle n'a rien, là aussi, d'une grande école au sens classique du terme. Pourquoi? Parce qu'elle vise à aller chercher des jeunes qui sont déscolarisés, le plus souvent sans aucune qualification, qui sont au chômage, donc sans emploi, mais très doués dans le numérique, pour que, grâce à leur talent, ils puissent revenir sur le marché du travail. Nous avons été quasiment débordés par l'enthousiasme de la réponse reçue. L'appel à projet a été lancé il y a quelques semaines, il s'est clos il y a quelques jours et nous avons reçu plus de 180 demandes de labellisation de la part de structures de formation professionnalisantes dans l'ensemble des territoires. Et je dois dire que beaucoup de ces formations sont soutenues directement par des entreprises, très souvent par des entreprises étrangères, parce qu'elles ont compris d'abord l'urgence sociale, l'intérêt économique, parce qu'il y a un réel besoin à former des couteaux suisses du numérique. Et là, je ne vous parle pas forcément des ingénieurs à Bac+5
et plus, je vous parle de ces jeunes qui peuvent monter en qualité et monter en compétences, mais une fois qu'ils ont été embauchés au sein de l'entreprise. J'en profite parce que ceux qui sont présents dans la salle ils connaissent ce projet pour les remercier de leur accompagnement et j'espère que vous serez très nombreux à rejoindre cette grande école du numérique qui doit former 10 000 jeunes au numérique d'ici 2017. Le changement d'échelle, c'est aussi pour les entreprises. Pour les grandes entreprises, notamment le CAC 40, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que le vent a tourné. Je trouve que depuis 1 an, depuis 2 ans, toutes ont réalisé ce que pouvait être la fameuse disruption. Alors disruption, ubérisation, à force d'utiliser ces mots, on ne sait plus ce que cela veut dire, mais concrètement, ça signifie que leurs modèles économiques fondamentaux, historiques, de ceux d'entreprises qui ont été créés il y a plus de 100 ans parfois, eh bien, sont mis en cause, sont menacés parfois par l'avènement de nouvelles entreprises beaucoup plus récentes qui fonctionnent selon des business models très différents et qu'il fallait réagir. Et je crois que nous étions dans le déni, un peu, pendant quelques années, et je crois que maintenant la piqûre a été suffisamment virulente, ou en tout cas pour réveiller les grands patrons, et c'est une bonne chose. Alors après, derrière, il faut s'y mettre à la révolution numérique. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir un CDO, un Chief Digital Officer, chargé d'élaborer une stratégie. Non, il faut accepter d'investir et d'investir notamment dans la formation continue des salariés, qui est un enjeu radicalement important, et d'introduire des outils numériques dans la production même de ce que font les entreprises. Pour les grandes entreprises, nous avons accompagné ce mouvement, notamment avec l'actionnariat salarié, qui doit permettre là aussi de diffuser plus l'esprit d'entreprise au sein des grands groupes. Mais maintenant, il faut lever un paradoxe français qui est celui des TPE et des PME. Les Français adorent être en ligne. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines sociétés étrangères du numérique, les géants du web, adorent être en France, parce qu'ils savent que chez nous, il y a beaucoup de consommateurs, et c'est une très bonne chose. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils achètent en commerce électronique, et les courbes de croissance du e-commerce sont fulgurantes. Mais nos entreprises, nos petites entreprises, elles ne sont pas suffisamment en ligne. Elles n'ont pas de site Internet. Elles ne sont pas dans le cloud pour gérer leurs ressources humaines, leur comptabilité, leur gestion quotidienne, leurs fichiers clients. Elles ne sont pas présentes sur les réseaux sociaux. Et parfois, elles voient le numérique comme un coût, d'abord. Exemple, la cyberprotection. C'est bien beau de se dire il faut passer au numérique, mais ça coûte très cher dans un premier temps pour une toute petite entreprise de se protéger contre des attaques informatiques. Et donc, elles sont assez résistantes. Je reviens du Royaume-Uni, d'Irlande, je connais bien les pays nordiques. Là, il y a un rattrapage à faire pour que nos petites et moyennes entreprises soient plus digitalisées. Et je crois que les grandes entreprises, et notamment les grandes entreprises étrangères, ont un véritable rôle à jouer en ce domaine pour accompagner la transition numérique de tout le tissu économique et industriel français. Il y a un truc, par exemple, que j'aimerais, j'ai fait le diagnostic, encore une fois, dans l'imagination de solutions possibles, j'aimerais mettre en place les e-vouchers, un peu comme ce qui a été fait en Irlande, où on accompagne une petite entreprise qui veut créer son site Internet en lui donnant un voucher, en lui donnant un coupon, un bon, qui doit permettre de faire cet investissement et puis cibler aussi plus le suramortissement fait par les entreprises sur l'investissement dans les outils productifs et notamment les logiciels et le passage au cloud. Ça, c'est l'étape d'après. Alors, vous recommandez aussi de travailler sur la croissance des startups pour en faire des scale-up. Ça, c'est mon dada. On m'appelle parfois Lady Data. Je crois qu'on a fait du progrès
sur ce sujet. Vous avez tous entendu la phrase de John Chambers de Cisco qui disait « J'ai l'impression de voir la Silicon Valley en France ». Le pari que je prends, c'est que d'ici quelques années, John Cisco à San Francisco dira oh, « J'ai l'impression de voir la France dans la Silicon Valley ». Mais plus sérieusement, la French Tech, elle a réussi son pari de mobiliser dans les territoires et donc de défendre ce que j'appelle la République numérique, qui est une vision de l'innovation en France dans les territoires. Pourquoi ? Parce que notre richesse, ce sont les écosystèmes, effectivement les pôles de compétitivité, les écoles, ingénieurs, commerces, les universités, les centres de recherche, des collectivités locales très investies dans l'innovation. Et lorsque tous ces acteurs travaillent ensemble, ça peut faire des petits miracles. Et la French Tech, c'est l'un d'eux. C'est-à-dire que nous avons réussi à mobiliser, fédérer localement les acteurs de la French Tech et ensuite à les mettre en réseau au niveau national. Et l'étape d'après, c'est la mise en réseau au niveau international, parce qu'on sait que pour ce passage à l'échelle, les startups doivent pouvoir accéder au marché étranger, elles doivent pouvoir lever les obstacles liés au financement, à l'accès au capital risque en particulier. Alors pour cela, je vous épargne tout ce qui concerne le crédit d'impôt recherche, vous connaissez tout ça par cœur, le crédit d'impôt innovation, le statut de jeune entreprise innovante avec des exonérations fiscales qui l'accompagnent. Sachez seulement que sur le crédit d'impôt recherche, moi j'ai eu des retours de terrain négatifs, non pas sur la disposition elle-même, mais sur sa mise en exécution, son application, face à des startups qui ont des modèles parfois difficiles à comprendre. On dit souvent, est-ce qu'un Twitter aurait trouvé du financement en France il y a quelques années? Pas forcément, parce qu'on est dans des modèles d'innovation d'usage qui ne sont pas purement de l'innovation technologique. Et là aussi, on change de paradigme. La France, c'est le pays des grandes technologies. Ce n'est pas forcément le pays en capacité, au départ, de comprendre des business models fondés sur les innovations d'usage. La French Tech, ça aura permis de créer un fonds d'investissement dédié, notamment pour l'investissement dans des accélérateurs, donc vraiment pour le passage au statut de licorne des startups françaises. Nous avons ciblé une action prioritaire sur les 48 champions français, dont tous les noms dont vous entendez parler au quotidien aujourd'hui, des grandes réussites, font très, très souvent partie de tous ces programmes d'accompagnement, en particulier par la BPI. Alors oui, le pacte de responsabilité, oui, le CICE, je crois que tout ça participe d'une émulation très saine, avec des résultats. Au premier semestre 2015, le marché du capital risque a progressé par rapport au premier semestre de l'année précédente de 66%. Des progressions qu'on aime citer, c'est-à-dire que ça signifie très concrètement que les startups qui cherchent à accéder à des financements pour investir dans l'ouverture de bureaux à l'étranger, pour embaucher des talents notamment, eh bien, elles ont plus de facilité à le faire aujourd'hui. Alors il faut en parler, vous avez raison. C'est là aussi un combat quotidien. Quand je vais à l'étranger, je n'y vais jamais sans rencontrer les journalistes étrangers, sans donner des interviews dans la presse étrangère. La semaine dernière, c'était Newsnight sur la BBC au Royaume-Uni. La semaine d'avant, c'était l'Evening Standard à Londres. La semaine encore d'avant, c'était l'Irish Times. Et je le fais aussi aux États-Unis. Et dans les revues spécialisées que vous avez citées, il y a eu quand même pas mal de couverture de la French Tech et c'est assez nouveau, mais jamais assez. Je crois que ça devrait être beaucoup plus systématique dans la communication publique du gouvernement. On devrait avoir un porte-parole à l'international, de la même manière qu'on a un porte-parole au national. Ça serait simplement adapter la communication gouvernementale à la réalité internationale. Un dernier chantier, ça sera pour les startups, celui de l'innovation ouverte, Open Innovation. Au mois de décembre, je lancerai la stratégie d'innovation ouverte, l'alliance entre les grands groupes que vous êtes et les startups pour diffuser les meilleures pratiques en ce domaine. Qu'est-ce que c'est l'innovation ouverte? C'est par exemple les acteurs de la grande distribution qui pour la première fois se regroupent pour mettre en valeur les objets connectés fabriqués par la French Tech.
C'est par exemple Euratechnologie, vous l'avez cité, qui crée des centres de partage de connaissances et d'expériences entre grands groupes et start-up. C'est par exemple l'achat commercial par des grands groupes à des start-up, c'est répondre à des appels d'offres à l'étranger ensemble, etc. Cette innovation ouverte, elle est une condition de réussite des start-up, mais aussi des grandes entreprises qui doivent comprendre d'où viendra l'innovation de demain qui modifiera leur modèle. La French Tech, elle s'internationalise. D'ici la fin de l'année, on labellisera les French Tech Hub à l'étranger qui vont permettre de mettre en réseau la French Tech française avec les entrepreneurs français à l'étranger, les aider à conquérir des marchés. Nous avons reçu des candidatures, et c'est formidable, l'engouement, de villes comme Le Cap, Moscou, Barcelone, Taipei, Hong Kong, Santiago, Montréal, Abidjan. Ça veut dire que d'ici la fin de l'année, sur les 5 continents, il y aura des French Tech Hubs qui réunissent des entrepreneurs français, des investisseurs et des mentors et des business angels et des entrepreneurs étrangers dans des pays à l'étranger pour aider nos startups à se faire connaître et à croître dans la dynamique qui a été lancée. Vous avez peut-être entendu parler, et c'est une des autres recommandations, l'accès au talent. Et oui, dans le numérique, la guerre, c'est la guerre des talents. Et oui, la politique migratoire en ce domaine importe. Et alors que certains pays se ferment, notamment nos voisins du Nord, pour l'accès au talent, pour l'accès au visa des créateurs d'entreprises en particulier, je crois que la France doit envoyer un message très fort sur ce sujet. Vous avez peut-être entendu parler de l'initiative Reviens Léon. Je vais reposer la question. Qui a entendu parler de l'initiative Reviens Léon? Ah, c'est mieux déjà. D'accord. Alors, Reviens Léon, on a le même à la maison, c'est ça? Frédéric va venir. Alors, Frédéric Mazella de Blablacar, c'est lui qui est à l'origine de cette initiative. Ce n'est pas une initiative du gouvernement, c'est une initiative d'un groupe d'entreprises privées qui marche bien. Et de manière très concrète, ils ont réalisé qu'ils avaient du mal à recruter et que c'était paradoxal dans la mesure où on avait plein de formidables talents français à l'étranger qui ne connaissaient pas forcément la dynamique de la French Tech en France et qui, au moment de faire des choix professionnels, ne pensaient pas forcément à la destination France pour y rentrer avec leur famille. Eh bien, Reviens Léon, c'est ça, c'est la création d'un outil plateforme qui permet de mettre en lien des startups qui cherchent à embaucher avec des talents français à l'étranger. C'est très bien. Et puis nous, on a mis en place le French Tech Discovery Tour, qui a permis d'accueillir des investisseurs étrangers à Paris. Les membres du gouvernement sont mobilisés pour accompagner les startups à l'étranger. Nous étions au CES à Las Vegas, nous étions à Barcelone. Vous m'arrêtez, hein, parce que moi, vous me lancez sur le sujet des startups. Je peux continuer pendant des heures. Hein, Gérald, vous me dites hein, quand il faut. C'est encore 2-3 heures. C'est 2-3 heures, très bien. Bon, j'aurai faim d'ici là, mais. Nous étions à Dublin pour le Web Summit, à South by Southwest au Texas, etc. Bref, oui, l'économie française, par le biais de ces startups, se fait mieux connaître et s'internationalise. Sur les talents, je pense qu'il y a un outil qui va bien marcher, c'est le French Tech Ticket. Le French Tech Ticket, c'est une plateforme qui permettra à 50 créateurs d'entreprises dans un premier temps, pour le premier semestre 2016, de venir en France pour créer leur boîte avec un visa, ce qui est quand même le sésame, avec un visa pour leur famille, avec un accompagnement administratif, l'accès à un guichet unique, avec des aides aussi financières et l'accueil dans un incubateur dédié au sein des 16 incubateurs qui sont partis du programme à la ville de Paris. Donc les French Tech Tickets, on a reçu 1400 candidatures venues de 70 pays du monde, de la Russie, de l'Inde, de l'Ukraine, de l'Asie, de l'Amérique du Sud, d'Europe aussi, de gens qui veulent venir en France pour créer leur entreprise. Et la première promotion arrivera en janvier. Alors, dernière recommandation, en plus de la simplification, celle de déverrouiller, de lever les verrous, avez-vous dit. Moi, je réalise que c'est plus difficile
de lever un verrou que de planter un clou. Une fois que c'est là, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts. Mais nous le faisons, et notamment avec Emmanuel Macron. Et là, je lis ça et là que la loi que je prépare pour une république numérique soit anticiperait trop le travail au niveau européen, soit potentiellement ferait peser des lourdeurs réglementaires sur les entreprises. Qu'elle le fasse sur les administrations, oui, parce que l'open data, c'est une charge pour les administrations et pour l'État. Et là, il y a un sujet. Sur les entreprises, nous avons été extrêmement vigilants et je ne crois pas que ça soit le cas parce que quand on introduit, par exemple, le principe de portabilité des données, eh bien, on sait que ça sera un vecteur très concurrentiel qui fluidifiera le marché de la même manière que la portabilité des numéros de téléphone a permis de le faire il y a plus d'une dizaine d'années. Alors ça crée des petites réticences au début, mais je peux vous assurer que c'est le type de règles qui intéresse énormément nos partenaires allemands, nos partenaires britanniques en particulier, parce que, d'ailleurs les Britanniques l'ont fait, parce que ça permet de faciliter l'accès au marché, notamment pour les plus petits. Et puis par rapport au dialogue européen, nous sommes en dialogue constant avec les institutions européennes pour ne jamais aller à l'encontre du sens de l'histoire, de ce qui se discute et de ce qui se négocie à Bruxelles. En revanche, que sur les enjeux du numérique, lorsqu'il s'agit de la protection des données personnelles, de la cybersécurité, de l'ouverture des données publiques produites par l'administration, par exemple, il faille avoir un débat national. Il faille donner la possibilité à nos concitoyens de s'exprimer à travers les parlementaires, à travers un outil de consultation très large et très interactif. Ça, j'en suis absolument persuadée. Et cela n'est pas contraire au travail mené à Bruxelles. Au contraire, je crois que ce dialogue, il est constructif, il se répond en écho. C'est ce que me disent tous les commissaires européens en charge du sujet du numérique, qui saluent le travail de la France comme force d'impulsion. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a un règlement européen sur les données personnelles en cours de discussion qui n'a pas inclus la mort numérique, la reconnaissance de la mort numérique, qui fait qu'aujourd'hui, un utilisateur ne sait pas ce qui sera fait de ses données personnelles une fois la mort réelle, la bien physique, est décrétée. Eh bien, voilà un sujet que nous poussons à Bruxelles. Tout le monde n'est pas convaincu. On l'introduit dans la loi française et il y a de fortes chances pour qu'à terme, ça soit adopté par l'ensemble des pays européens. Nous faisons ce dosage de la manière la plus fine et la plus intelligente possible. Donc oui, tout à fait favorable à ce que la manière d'écrire la loi, elle se généralise. Ce que nous avons fait sur le numérique, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas fait pour d'autres. Et je sais que le Premier ministre, comme le Président de la République, ils sont favorables. Donc là aussi, peut-être qu'avec ma petite équipe, nous servirons de laboratoire pour que la fabrique de la loi se fasse autrement et de manière plus moderne dans le passé. Je vois des regards très insistants. J'arrête et je vous donne rendez-vous l'année prochaine.